Donc, je voudrais commencer l'appel d'aujourd'hui en reconnaissant que nous nous réunissons aujourd'hui sur des terres ancestrales et en tant qu'occupants, nous reconnaissons les contributions à l'importance historique des peuples autochtones et affirmons notre engagement collectif à concrétiser la promesse et à relever le défi du processus de vérité et de réconciliation dans nos communautés. Il est très important de faire cette promesse aux peuples autochtones envers la réconciliation. Alors, je suis dans le territoire non cédé du peuple Algonquin-Anishinaabe. J'invite tout le monde à indiquer le territoire ancestral dans lequel il se situe dans la boîte de dialogue. Et pendant que vous faites cela, je vais vous présenter nos panélistes et la séance d'aujourd'hui. Nous sommes là pour discuter du leadership des jeunes sur les enjeux qui les concernent, sur le climat, l'environnement et l'abordabilité. Je m'appelle Natasha Pei, je suis directrice des villes à l'Institut Tamarack et je suis ici avec mes collègues. Bonjour tout le monde, je suis Mike Desjardins, directeur de la durabilité et des développements pour les communautés bâtissant l'avenir des jeunes à l'Institut Tamarack. Et donc, le webinaire d'aujourd'hui est une conversation récurrente, très importante sur les enjeux d'aujourd'hui, les changements climatiques, l'abordabilité, leur incidence sur les jeunes et la façon dont vous vous mobilisez par rapport à ces enjeux qui vous concernent et vous pourrez vous mobiliser. Donc, nous allons parler des jeunes. Oui, évidemment, tout le monde a une définition différente de ce que l'on entend par jeunes, mais nous travaillons tous ensemble pour soutenir les enfants et les jeunes, pour les aider à avoir un développement épanoui à l'avenir. Mais aujourd'hui, nous définissons les jeunes comme étant les 15 ans et plus, à l'exception des enfants premiers. Donc, le rapport sur l'enfance au Canada concerne les jeunes de 0 à 18 ans. Et donc, nous avons décidé d'organiser ce webinaire après avoir lu plusieurs des rapports des intervenants d'aujourd'hui. Nous avons trouvé que ce qu'ils disaient dans leur rapport était absolument fascinant pour réduire la pauvreté, travailler aux adaptations climatiques, au changement climatique, à l'amélioration des changements climatiques. Et nous voulions vraiment entendre la voix des jeunes et la voix de ces chercheurs. Et donc, aujourd'hui, nous avons un panel absolument extraordinaire. Et je suis très contente de vous présenter tout d'abord Halima, qui a été principale conseillère auprès du Conseil des jeunes du Premier ministre, conseillant donc différents intervenants sur l'engagement civique, l'islamophobie et d'autres sujets. Elle a grandi en Ontario. Halima est musulmane et elle fait des études en sciences biomédicales. Elle est étudiante donc en recherche biomédicale à l'Université de Toronto. Elle est rédactrice freelance pour le Toronto Star, le Markham Economist et Sun and My Voice Canada. Nous avons aussi Manvir, qui est la première publicatrice du rapport sur les jeunes. Elle est aussi fondatrice et directrice générale de l'ADIAN, qui célèbre et qui habilite les jeunes filles. Cet organisme sans but lucratif inspire les jeunes sud-asiatiques à se prendre en charge. Elle est aussi superviseure des services directs à Yellow Brick House, un abri pour femmes, et elle travaille en militantisme pour les femmes au nom des femmes et des enfants. Elle a obtenu un prix de la Fédération des enseignants de l'Ontario. Nous avons aussi Fadomo. Nous avons aussi Sydney, qui est titulaire d'une maîtrise en philosophie, candidate au doctorat à l'Institut des politiques de la gestion et de l'évaluation de la santé à l'Université de Toronto. Elle En parallèle, elle a entrepris une spécialisation interdisciplinaire en bioéthique au Centre conjoint de bioéthique de l'Université de Toronto. Son travail cherche à faire avancer les points de vue sur le bien-être des enfants, les droits de l'enfant et la réglementation en matière de soins de santé pédiatrique.
Et nous avons Fadoumo. Fadoumo, elle est analyste principale des données pour Youthful Cities. Elle est chargée d'assurer la qualité des données, leur collecte, l'analyse des données sur les jeunes. Elle aide donc elle oriente la prise de décision, la programmation des Youthful Cities. Elle a notamment développé le club de petit déjeuner sein du Fleming's Breakfast for Learning et cofondé la Renaissance Youth Group. Fadoumo a obtenu un diplôme de premier cycle en études sur la santé de l'Université York et a récemment obtenu un certificat d'études supérieures en gestion des opérations. Bienvenue à nos 3 conférencières. Fadoumo, Halima et Sydney. Alors, pour commencer, vous pouvez sans doute cesser le partage d'écran. Nous voulions commencer par ce qui ressort des récents rapports, de la discussion que vous aviez avec d'autres groupes de jeunes et surtout les recommandations, c'est-à-dire voir de quoi les gens parlent dans l'optique de la pauvreté, les changements climatiques, l'abordabilité. Alors, Manvir, voulez-vous commencer et nous parler du premier rapport sur les jeunes? Oui, absolument, bienvenue. Donc, le rapport sur l'état de la jeunesse au Canada. Alors, bonjour à tous. Je voudrais remercier Tamara de m'avoir invitée. Alors, oui, j'ai été co-rédactrice du rapport sur l'état de la jeunesse au Canada. J'ai eu l'occasion de travailler avec 12 autres personnes au Canada. Le rapport est l'aboutissement de 90 consultations avec 196 jeunes dans tout le pays et fait ressortir 6 domaines clés, 6 thèmes, enjeux clés dont les jeunes parlent au sujet desquels ils ont des conversations et qui les inquiètent lorsqu'ils pensent à leur avenir. Et donc, ces 6 thèmes étaient la vérité et la réconciliation, l'environnement, l'action climatique, la santé et le bien-être, le leadership et l'impact, l'emploi, l'innovation, les aptitudes et l'apprentissage. Alors, je vais vous donner quelques détails sur chaque thème et vous parler de ce qui est ressorti dans le rapport, dans le contexte de la conversation d'aujourd'hui. Pour la vérité et la réconciliation, les jeunes nous ont dit qu'il est important pour eux que le Canada travaille activement la vérité et la réconciliation et donne suite aux besoins des Autochtones, des jeunes Autochtones en particulier. La plupart n'ont pas eu des chances égales pour commencer. Les jeunes estiment qu'il faut protéger les langues et cultures autochtones, qu'il faut les célébrer pour que les jeunes Autochtones puissent garder leur culture bien vivante. Les jeunes Autochtones souffrent également de taux élevés de besoins en matière de santé mentale. Il faut y donner suite, leur donner davantage d'accès à des mesures de soutien, à des conseillers scolaires, à des aides, et nous savons que la pénurie est criante. Pour ce qui est de l'environnement et de l'action climatique, le rapport a fait ressortir que si la crise climatique est l'un des enjeux les plus importants pour notre génération aujourd'hui, les jeunes sont souvent exclus de la conversation et du travail à faire. Donc, les jeunes estiment que le débat sur l'action climatique est dominé par les personnes plus âgées, excluant les jeunes vulnérables et marginalisés. Ils ont souvent l'impression que les jeunes ne sont pas pris au sérieux ou que leurs commentaires ne sont pas pris en compte ou qu'ils n'ont même pas l'occasion de faire leurs commentaires à ces rencontres. Les jeunes estiment qu'il faut un certain type de privilège aussi pour avoir une conscience environnementale et sur la durabilité, alors que plusieurs jeunes sont occupés uniquement par leurs besoins au jour le jour, par leur survie. Et donc, tout le monde ne peut pas faire partie du débat sur les changements climatiques équitablement. Tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité. Pour ce qui est de la santé et du bien-être, aucune surprise là. Tout le monde n'a pas accès aux soins de santé de la même façon et surtout les jeunes en fait pour qui c'est très difficile parce que tout le monde n'est pas traité équitablement par les professionnels de la santé lorsqu'il y a des interactions et même s'ils arrivent à avoir ces interactions, certains services ne sont pas disponibles pour les jeunes, notamment ceux sur la santé mentale à cause des coûts et des problèmes de transport.
pendant la pandémie, oui, il y a eu beaucoup d'occasions de consultation à distance, mais là, cela supposait que les jeunes avaient la technologie, pouvaient payer ce service. C'était des coûts très élevés, surtout pour les jeunes qui vivent dans les communautés rurales, dans les communautés éloignées. Ils n'ont peut-être pas accès à ces services ou ne connaissent même pas leur existence. Pour ceux qui connaissent leur existence, faire l'aller-retour pour aller aux rendez-vous médicaux peut prendre énormément de temps. Donc, cela les oblige peut-être à prendre une journée de congé. Mais ça ne vaut pas la peine de se priver du salaire pour un jour, pour aller à un rendez-vous médical ou pour se rendre à l'hôpital. Les jeunes ont aussi dit qu'il y a plusieurs facteurs qui contribuent à des inégalités au niveau de la santé, des soins de santé, la marginalisation, le sexisme, le racisme, absence de ressources culturellement responsables, ça c'est énorme, manque d'informations sur l'alimentation adéquate, etc. Et évidemment, tout cela est dans le rapport avec beaucoup plus de détails. Pour ce qui est du leadership et de l'impact, c'est une section qui m'a beaucoup passionnée. Je me sens très proche de ces thèmes et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Tous les jeunes avec qui nous avons discuté ont dit que l'accès à un bon réseau est impossible pour tous. Plusieurs occasions de leadership ne sont pas rémunérées et les jeunes qui ont de faibles revenus ne peuvent tout simplement pas se permettre cela. Avec le prix de tout qui augmente, ça n'est tout simplement pas une option viable pour beaucoup de gens. Et faire du bénévolat sans rémunération ou sans rendement pour leur travail n'est pas une option. Les jeunes ont fait ressortir que l'importance des études supérieures dans l'économie leur complique beaucoup la vie pour ceux qui ont des obstacles d'accès à l'éducation postsecondaire. Et sans ces diplômes postsecondaires, ils n'ont peut-être pas accès à des occasions de leadership, mais ils ne peuvent pas se permettre de poursuivre des études postsecondaires parce qu'elles sont si coûteuses. Les jeunes reconnaissent aussi que l'éducation est un atout, c'est quelque chose qui ouvre des portes, mais cela crée également des obstacles parce que tout le monde n'a pas accès à la scolarisation. Lorsque les jeunes font appel à des gens pour les aider, pour leur servir de mentor, ils ne sont pas toujours pris au sérieux ou alors ils ne savent pas où aller établir des liens, où trouver les réseaux. Surtout pendant la pandémie, c'est devenu très difficile pour les gens d'être en relation. Plusieurs jeunes n'avaient pas accès à la technologie et donc n'ont pas pu se mettre en lien virtuellement avec des réseaux, avec des gens. Pour ce qui est de l'emploi, les jeunes rencontrent beaucoup d'obstacles à l'emploi, l'absence de technologie, l'absence de possibilités de perfectionnement professionnel. C'est extrêmement difficile pour les jeunes de trouver des postes d'entrée dans la population active sans expérience, mais plusieurs ne peuvent pas acquérir cette expérience de base qui, bien souvent, se trouve dans des emplois non rémunérés. Et donc, les jeunes doivent simplement se concentrer sur trouver un emploi qui leur permet de gagner de l'argent plutôt que de penser à leur carrière parce qu'ils ne vont pas renoncer à des heures rémunérées pour acquérir de l'expérience qui leur donnerait accès à une carrière. Plusieurs jeunes ont des dettes élevées aussi. J'ai parlé du coût de l'éducation postsecondaire. Ces coûts ne sont pas proportionnels au salaire qu'ils pourraient obtenir par la suite. Et puis, quand on pense aux groupes vulnérables, les groupes des jeunes ayant un handicap, par exemple, on se rend compte qu'ils sont victimes de formes de discrimination supplémentaire. Et on n'entend pas souvent parler de ces groupes. Pour ce qui est d'innovation, d'aptitude, d'apprentissage, l'accessibilité, la possibilité de différents contextes éducatifs en ligne sont importants pour les jeunes, mais pas toujours disponibles. Quand on parle de contextes éducatifs différents, ce que les jeunes signifient, c'est avoir l'occasion d'apprendre en dehors du milieu scolaire et que cette formation soit toujours respectée. Plusieurs jeunes pensent que parce qu'ils ont fait des études uniquement jusqu'en 12e année, qu'ils n'ont pas de diplôme de collégial ou universitaires ne sont pas considérés comme candidats pour des bons postes à l'avenir. Évidemment, l'accès à l'éducation dépend de la richesse de chacun et de son emplacement, en fait, de la région où il vit. Et plusieurs jeunes disent que l'éducation
postsecondaire leur a été inaccessible à cause des problèmes de transport et autres. Une chose positive au niveau de l'innovation, de la formation, des aptitudes que les jeunes ont mentionnées, c'est que avec la pandémie, comme ils ont eu un petit peu plus de temps libre, plusieurs jeunes ont pu trouver des occasions d'entrepreneuriat chez eux, ont pu créer des petites entreprises et mettre à l'essai certains projets chez eux. Et donc ça a été très intéressant et c'est ce que nous avons découvert dans ce rapport. Donc voilà, c'est un résumé du rapport. Ce qui ressort pour moi, et ce n'est pas nouveau, c'est toujours assez déroutant, cependant, c'est que ces thèmes-là ne concernent pas des jeunes privilégiés qui vivent dans les grandes villes. Ces thèmes concernent les jeunes défavorisés, marginalisés. Ils n'ont pas de privilèges. Ils sont trop occupés pour penser à la crise climatique, au réseautage, parce qu'ils sont simplement complètement occupés par leur survie. Et bien souvent, ils ne sont pas inclus dans ces conversations autant qu'il le faudrait. Donc, je m'arrête là. Merci, Manvir. Et j'ai vu beaucoup de gens qui hochaient de la tête, donc je pense que vos commentaires ont rejoint beaucoup de gens. Alors, Sydney, passons vers vous. C'est une transition intéressante vers le contenu de votre rapport. Absolument, et merci beaucoup, Natacha. Merci à tout le monde d'être là. Merci à Tamara d'avoir organisé cette séance. Je suis dans la région du Grand Toronto, le territoire traditionnel des Hurons-Wendat, Mississauga et les Crédits. Donc, je voulais le signaler. Comme Natacha l'a dit l'an dernier, j'ai travaillé au rapport sur Children First Canada. C'est une organisation, donc les enfants d'abord, c'est une organisation qui s'enorgueillit de donner la première place aux enfants pour que le Canada soit le meilleur pays au monde où grandir. Le rapport voulait donner un aperçu des impacts clés ou des menaces, en fait, touchant la santé et le bien-être des jeunes au Canada. En fonction de données probantes publiées au cours de la dernière année. Le rapport de 2021 était le 4e de la série. Le 5e rapport sera publié cette année à la fin de l'été. Le rapport donne un aperçu des mesures à prendre, des actions politiques pour réduire ces menaces. Donc, les données recueillies pour ce rapport de 2021 sont les mêmes que les menaces qui existent dans le rapport de 2022, mais sont amplifiées par la pandémie. La pandémie perdure, comme nous le savons tous, et donc les impacts ont été très marqués. Les 10 principales menaces identifiées sont les lésions non intentionnelles ou prévisibles, mauvaise santé, discrimination, abus des enfants, vaccins, maladies que l'on peut prévenir, pauvreté, alimentation, insécurité alimentaire, morbidité infantile, activité physique et jeux. Nous avons aussi l'an dernier fait ressortir 4 thèmes qui sont en intersection avec toutes les menaces. L'accès à l'éducation et aux garderies, l'accès aux soins de santé et aux services sociaux. Et je pense que Manvir le mentionnait dans le contexte de son rapport, l'inéquité, l'inégalité et les changements climatiques. Et donc, dans l'optique des discussions d'aujourd'hui sur le climat, la pauvreté, l'abordabilité, j'ai pensé que nous pourrions nous concentrer sur les statistiques, l'information clé dans le rapport sur élever le Canada. Et donc, par rapport à la pauvreté infantile, les taux de pauvreté infantile élevés existent dans tout le pays. Un enfant sur 5 pratiquement vit dans la pauvreté, donc ça veut dire 20% des enfants. Donc, cela place le Canada au 26e rang pour son taux de pauvreté infantile parmi d'autres pays riches. Les taux de pauvreté varient géographiquement, avec le taux le plus élevé se trouvant au Nunavut. À 31,2% des enfants qui vivent dans la pauvreté et le taux le plus élevé étant au Yukon avec 11,2% des enfants qui sont victimes de pauvreté. Les enfants racisés, ceux qui sont victimes de marginalisation comme les Noirs, les Arabes, les Coréens, les Asiatiques,
connaissent aussi des risques plus élevés. 53% des jeunes autochtones vivant dans les réserves vivent dans la pauvreté. 53%, c'est absolument époustouflant. Pour les jeunes d'ES LGBTQ+, il y a un taux accru d'itinérance, d'insécurité, vivre dans la pauvreté et pire, exacerbe plusieurs des autres menaces qui sont soulevées dans le rapport Élever le Canada et continue de compromettre la vie des enfants et de leurs familles. Les enfants, en général, sont les plus à risque pour les impacts attribuables au changement climatique à cause des effets directs et indirects des changements climatiques et n'ont pas l'occasion de participer aux conversations sur les changements climatiques, comme Anne-Pierre l'a dit. Les effets des changements climatiques ont un impact profond sur les Premières Nations, les Métis et les Inuits en particulier, leur communauté et les jeunes, avec le potentiel de véritablement décimer les systèmes alimentaires traditionnels et perturber les droits et le bien-être des communautés autochtones. L'importance de ces impacts est reconnue par les jeunes eux-mêmes. Manvir nous en a parlé lorsqu'elle a parlé du rapport sur l'état de la jeunesse au Canada, et cela a été mentionné dans le rapport sur les enfants d'abord. Nous en parlerons dans un instant, mais ils ont également identifié le changement climatique comme une menace importante pour les enfants à l'heure actuelle et à l'avenir, et demandent en fait la rectification de la situation immédiate. Dans chacune des menaces, vous l'avez sans doute compris, sur la base des éléments de preuve, nous avons fait ressortir qu'il y a différentes inéquités associées à l'identité des jeunes, que ce soit la race, le genre, l'orientation sexuelle, les handicaps. Manvir l'a aussi mentionné dans le contexte des jeunes autochtones. Dans leur rapport, on a vu qu'ils sont plus susceptibles à des troubles de santé mentale, et cela s'est retrouvé dans notre rapport aussi. Donc là où il existe des identités intersectionnelles, les inéquités sont exacerbées pour les jeunes qui sont donc peut-être autochtones et femmes ou de la communauté d'ES LGBTQ. On voit vraiment que les inéquités en lien avec les menaces sont accrues. Ces disparités signifient que les jeunes qui sont racisés ou qui sont marginalisés sont plus susceptibles de subir des menaces et que ces menaces seront plus grandes, surtout dans le contexte de la pandémie. Donc, en général, les statistiques font ressortir tous les risques pour les jeunes et montrent qu'il faut beaucoup plus de travail pour opérer des changements. Je m'arrête là. Parfait. Merci beaucoup, Sydney. Alina, vous avez eu beaucoup de conversations avec le Conseil jeunesse du Premier ministre. Pouvez-vous partager avec nous vos observations? Oui, en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux de la santé mentale, des autres menaces sont pertinents pour les jeunes, surtout par rapport à l'abordabilité, le climat. Ce sont des thèmes qui sont souvent ressortis. J'ai participé à plusieurs tables rondes avec les jeunes de mon école secondaire. J'ai été étonnée d'apprendre que même à l'âge de 13, 14, 15 ans, les jeunes commencent à réfléchir à la façon dont ils vont pouvoir survivre à l'avenir, se permettre d'acheter de l'épicerie à cet âge-là. Les jeunes ne sont pas censés s'occuper de ces enjeux, pourtant ceux-ci les occupent en permanence, occupent leur esprit. On voit de plus en plus de jeunes qui vivent chez leurs parents. Et bon, on sait que le thème du logement abordable est un thème très important. Le coût des logements au Canada, qu'on ait 23 ans, 24 ans, que l'on essaie de trouver un endroit où vivre, ou qu'on ait simplement 14 ou 15 ans et qu'on vive toujours avec ses parents, est une préoccupation très grande pour les jeunes. En ce qui concerne le climat, j'ai remarqué, surtout dans les conversations avec le Premier ministre et au sein du Conseil, que de plus en plus d'organisations de jeunes interviennent pour obtenir des lois sur les changements climatiques et des politiques. Nous avons la loi sur l'aliment climatique qui a été présentée par le sénateur Galvez et d'autres projets de loi qui portent sur le changement climatique et surtout dans l'optique de certaines communautés à risque.
et notamment victimes du racisme. Donc, c'est important pour le Canada de continuer d'exercer des pressions sur le pays pour qu'il cesse de financer les projets de combustibles non renouvelables, fossiles. On a aussi parlé de la relation entre le changement climatique et les résultats, en fait, les impacts sanitaires sur les jeunes. Donc, voilà, pour le moment, je m'arrête là. Bonjour tout le monde, je suis très contente d'être là et de parler de la question de l'abordabilité chez les jeunes au Canada. Nous avons publié notre indice sur l'accessibilité au début de l'année, l'indice d'accessibilité réelle, dont le but est d'explorer l'abordabilité de 27 villes au Canada. Nous l'avons fait en partenariat avec l'Objectif Avenir RBC. Nous voulions vraiment nous renseigner, explorer la notion d'abordabilité et voir l'incidence pour beaucoup de jeunes dans beaucoup de villes. Donc, les jeunes jusqu'à 29 ans, nous avons essayé de voir comment ils peuvent se permettre de vivre dans les villes où ils se trouvent, quelle que soit la taille de la ville. Nous avons remarqué que les jeunes étaient tous aux prises avec des problèmes d'abordabilité. Ils vivent dans une situation de déficit de 750 $ chaque mois. C'était très important pour nous d'analyser la question de l'abordabilité du point de vue de plus que le simple minimum. L'accessibilité devrait permettre aux jeunes d'avoir accès à des possibilités d'épanouissement, de développement. L'indice a révélé que nos jeunes n'ont pas un accès équitable à des occasions qui leur permettraient de se développer, de s'épanouir. Plusieurs des autres panélistes avant moi ont parlé des problèmes d'équité que rencontrent les jeunes. Et simplement pour suppléer la conversation, je voulais simplement partager les résultats clés de notre indice. Nous avons remarqué que les salaires chez les jeunes ne sont pas proportionnels au coût de la vie au Canada. Le salaire minimum n'est pas un salaire décent et il y a en général un décalage de 2 à 10 $ par rapport à un salaire décent. Dans notre indice des 27 villes, Yellowknife a le revenu le plus élevé, Halifax le revenu le moins élevé, avec un décalage d'environ 30 %. Nous remarquons aussi qu'environ 2/3 de nos villes canadiennes restent inabordables, même si un jeune occupe un poste à temps plein. Et donc, le statut de leur emploi ne fait pas une grande différence. La triste réalité est que les salaires ne sont pas à la hauteur du coût de la vie. Notre indice, pour ce qui est de l'équité, c'est vraiment concentré sur les deux sexes, donc les deux genres. Plusieurs de nos données viennent de Statistique Canada et Statistique Canada n'a pas exploré d'autres identités genrées. Et donc, nous nous sommes concentrés sur les hommes et les femmes. Et nous avons remarqué que l'équité salariale, même si on a déployé beaucoup d'efforts pour atteindre l'équité salariale, n'existe toujours pas chez les jeunes. Les jeunes gens, les hommes, gagnent plus cher que les jeunes filles, les jeunes femmes. Bien souvent, les femmes travaillent plutôt dans le secteur des services et nous avons constaté une corrélation entre les jeunes qui travaillent dans ces services qui sont les moins bien payés, qui ont les revenus les moins élevés. Depuis quelques mois, depuis la diffusion de notre indice, nous avons organisé différentes séances d'information auprès des jeunes dans différentes communautés et nous constatons que les jeunes sont victimes d'anxiété financière, se demandent comment ils vont payer leurs études, comment ils vont payer leur loyer toujours plus élevé et plusieurs d'entre eux se demandent simplement pourquoi il est si coûteux de simplement exister. Et je pense que cela revient à toute la notion d'accessibilité, d'abordabilité. Ils sont vraiment fatigués de réfléchir à simplement leur survie tous les mois sans même pouvoir envisager de faire des choses ou bénéficier de choses qui rendraient leur vie plus agréable. Plusieurs jeunes s'isolent maintenant à cause de cela. Il faut réfléchir à l'impact de cet isolement. Et donc, nous avons beaucoup de conversations sur ces thèmes avec les jeunes et voilà les commentaires qu'ils nous livrent. Voilà.
Merci Fadimo et merci d'avoir fait ressortir tous les défis que rencontrent les jeunes au Canada et ailleurs dans le monde également. Donc, nous avons parlé du quoi, parlons du comment. Comment les jeunes peuvent-ils être mobilisés efficacement pour s'aider à mieux comprendre ces enjeux ou pour les régler, les mitiger. Allez, voulez-vous commencer? Oui, j'adore ce sujet de mobilisation, d'engagement des jeunes. Il faut, quand on parle d'engagement, commencer par comprendre pourquoi votre institution, votre groupe veut parler aux jeunes pour commencer. Les jeunes Canadiens aujourd'hui sont plus scolarisés, diversifiés, connectés que jamais auparavant. Et donc, quand on parle de l'importance de la présence des jeunes aux tables de décision, ce n'est pas simplement parce que les jeunes seront les leaders de demain. Cela, en fait, occulte l'importance des jeunes pour le fonctionnement du Canada aujourd'hui. Donc, il faut considérer, en fait, une des pires façons de mobiliser les jeunes quand c'est simplement par symbolisme. Pourquoi sont-ils là? Est-ce que c'est juste pour permettre aux entités de cocher cette case en disant « Ah, on a consulté les jeunes » ou est-ce qu'on veut vraiment les intégrer dans les décisions? Donc, pour avoir fait partie du Conseil jeunesse du Premier ministre, moi, j'ai eu l'occasion d'interagir avec des leaders, avec des adultes. J'ai eu de belles occasions, mais des occasions terribles aussi. Mais je pense que ceux à qui nous avons parlé voulaient vraiment nous entendre et nous écouter. Alors, à quoi cela ressemble? Eh bien, cela ressemble à des séances supplémentaires ou recommander certaines des choses que nous proposons à leurs organismes, intégrer nos commentaires dans leurs rapports, dans leurs documents. Cela montre qu'ils sont prêts à changer leurs décisions en fonction de nos commentaires. Le deuxième volet à un meilleur engagement des jeunes passe par l'accessibilité. Toutes les autres panélistes l'ont dit aussi. Dans ces conversations, nous voyons les plus impliqués, les plus privilégiés très souvent qui sont consultés parce que ce sont ceux qui entendent parler de ces occasions de consultation. Et c'est difficile de veiller à ce que vos séances d'engagement avec les jeunes incluent des jeunes représentatifs de tout le Canada. Et donc, même si ça peut être difficile, je pense qu'il y a des moyens, des méthodes que l'on peut utiliser pour améliorer l'accessibilité à une institution, à un établissement. Cela commence par des méthodes d'engagement très diversifiées, significatives. Donc, si vous travaillez avec des jeunes dans une école, faites des sondages régulièrement auprès des sondages avant de prendre des décisions. Quand vous établissez des plans pour l'école, organisez des séances de consultation, proposez des moyens anonymes de recueillir les commentaires des jeunes, notamment. Mais surtout, il est important de créer une culture dans votre institution, dans votre organisme de charité, où les jeunes se sentent à l'aise d'exprimer leur opinion, de faire appel à un professeur pour lui dire qu'il n'aime pas la façon dont les choses sont gérées. Par exemple, à certains moments, j'ai été très passionnée par un sujet et je voulais en parler à un politicien ou à un leader, mais j'étais paralysée, je ne pouvais pas le faire parce que je savais qu'ils avaient des idées préconçues et qu'ils ne me prendraient sans doute pas au sérieux. Donc, créer cette culture d'ouverture dans votre groupe est très, très importante. Et cela peut permettre d'avoir de bien meilleurs résultats que d'organiser des milliers de réunions. Si un jeune sait qu'il peut envoyer un courriel à quelqu'un, par exemple, et qu'il sera entendu. Alors, c'est bien de parler, c'est bien d'avoir des conversations, mais par la même occasion, parfois, on peut donner l'impression que ce ne sont que des mots et qu'on ne voit pas leur effet. Chaque groupe a des projets tangibles, qu'il s'agisse d'un nouveau plan, un nouveau projet, et donc permettre aux jeunes de se prononcer sur ces plans, sur ces projets, sur des choses tangibles,
De même qu'avoir des conversations plus générales est très utile pour les conseils provinciaux, conseils municipaux, permettre aux jeunes de se prononcer sur les plans d'orientation politique, les projets de loi, peut être très pertinent. Ça peut être le cas aussi dans les écoles qui publient toujours des projets ou des plans. Donc, il y a différentes façons de permettre aux jeunes de participer de façon tangible aux projets et aux décisions. Manvir a mentionné aussi au début que la rémunération très importante. Bien souvent, on exploite les jeunes et leur temps. Les jeunes ont besoin d'être payés, d'être au travail et tout le monde ne peut pas faire de bénévolat. Donc, simplement veillez à ce que vous ne consultiez pas les jeunes simplement par symbolisme, que vous leur donnez de véritables occasions, que vous essayez d'entendre autant de voix différentes que possible est très important. Dans la boîte de dialogue, je voudrais partager un lien vers un article que j'ai écrit sur la façon de mobiliser les jeunes dans votre institution. Voilà, je cède la parole au prochain panéliste. Halima, merci d'avoir si bien décrit ce que l'on peut entendre par engagement significatif avec des moyens très concrets d'y donner forme. Merci d'avoir partagé cet article également dans la boîte de dialogue. Nous avons mis le guide d'engagement significatif des jeunes avec des pratiques exemplaires, des principes qui pourront peut-être vous être utiles. Manvir, voulez-vous parler de diversité peut-être? Merci Halima pour ce résumé, c'était extraordinaire. Alors, tout ce que Halima a mentionné me rejoint et je me fais l'écho de ces paroles. Mais pour ce qui concerne les jeunes de la diversité, je voudrais vous parler de leur engagement. J'ai beaucoup d'expérience avec des jeunes de l'étranger et des jeunes nés au Canada et j'ai trouvé dans ces interactions des façons très intéressantes de les engager, de les accueillir, de faire en sorte qu'ils se sentent bienvenus. Un des éléments clés, c'est de les écouter. Les jeunes vous diront ce qu'ils veulent, comment ils veulent être mobilisés. Ne faites pas l'inverse. Bien souvent, que ce soit une exigence d'un bailleur de fonds qui nous guide ou d'autres éléments d'un projet, on a simplement tendance à cocher tel ou tel critère, telle ou telle exigence et à dire, OK, on a eu autant de jeunes qui ont participé à l'événement et c'est tout. On n'entend jamais plus parler de ce projet, on ne fait pas de mise à jour pour les jeunes. Et ça, c'est inutile. Les jeunes n'en retirent rien. Lorsque nous créons des occasions pour les jeunes, surtout les jeunes qui sont vulnérables, ou par exemple les nouveaux venus au Canada, ou des jeunes qui ne sont pas, tous les jeunes qui ne sont pas vos jeunes privilégiés qui sont toujours au rendez-vous, il est important de maintenir cet engagement et de les encourager à continuer de partager. Donc, être culturellement sensible à leur réalité et savoir que tout le monde ne participe pas en étant sur un pied d'égalité. C'est l'espace physique ou numérique où on organise ces séances. Il faut se demander si ces espaces physiques sont accessibles à tous. Et tout le monde a même un portable pour se connecter et participer aux discussions virtuelles. Est-ce qu'on s'est assuré de fournir l'interprétation simultanée, par exemple, pour que chacun participe dans sa langue? Est-ce qu'on s'est assuré de leur donner un sentiment de sécurité suffisant pour qu'ils puissent partager? J'ai travaillé avec des jeunes dont l'anglais n'était pas la première langue et ils se sentaient ridiculisés parce qu'ils prononçaient mal les mots. Donc, est-ce que nous nous assurons d'être vraiment équitables et est-ce que nous encourageons les jeunes à partager ce qu'ils veulent vraiment partager? Donc, les jeunes viennent, ils partagent et donc, ils ont des idées extraordinaires. Je n'ai jamais eu le sentiment qu'un jeune exprimait une idée stupide. Au contraire, ils parlent de choses qui sont importantes pour eux. Mais lorsqu'on ne fait rien d'une idée, qu'on ne donne pas suite, qu'on ne la met pas en application, c'est une perte de leur temps et c'est une perte d'une autre aussi, bien honnêtement. Lorsque nous leur offrons des occasions, il faut que ce soit des occasions de croissance. Quelqu'un sort peut-être de sa zone de croissance pour la première fois. Quelqu'un qui a un handicap fait peut-être beaucoup d'efforts pour participer à un débat et se dit ou à une activité en se disant, bon, ça va peut-être m'ouvrir une porte. Est-ce qu'on donne à ce jeune le soutien dont il a besoin pour qu'il revienne? Ou est-ce que c'est juste une occasion pour nous de dire, bon, voilà, on a aidé tant de jeunes ou c'est l'occasion de faire une belle photo?
J'ai l'impression que le volet mentorat est très, très important. Bien souvent, on n'en parle pas. Quand j'ai grandi, j'aurais bien aimé, moi, pouvoir me tourner vers plus de personnes susceptibles de m'aider. Et j'essaie de jouer ce rôle auprès des jeunes avec qui je travaille aujourd'hui. Je pense que c'est tellement important et ça n'est pas quelque chose d'unique, c'est récurrent. Évidemment, on ne parle pas à nos mentors tous les jours, mais avoir quelqu'un dans sa vie à qui on peut faire appel en tant que jeune est extraordinaire. C'est un soutien superbe d'avoir le sentiment qu'on est écouté et que les gens ne vous regardent pas de haut en pensant vous êtes un enfant et vous ne m'intéressez pas. Donc, il faut vraiment faire attention à tous les jeunes, d'où qu'ils viennent. Je suis sûre qu'on aurait tous aimé avoir un jeune pour nous aider à traverser des périodes difficiles. Pour moi, ça a été très utile dans les jeunes auprès de qui je travaille. Je ne travaille plus dans la même institution, mais les jeunes avec qui j'ai travaillé sont toujours en contact avec moi 5 ans plus tard. Et je suis très heureuse de savoir que j'ai joué un petit rôle et que les jeunes ne l'oublieront pas. Merci. Et merci d'avoir parlé de mentorat et d'alliés chez les adultes. C'est tellement important. Sydney, vouliez-vous ajouter quelque chose? Oui, absolument. Ce que Halima et Emmanuel ont dit sont des considérations qui nous occupent aussi chez les Enfants d'abord Canada. Donc, changer notre façon de voir les jeunes, les écouter ici et maintenant, veiller à garantir un plus grand engagement des jeunes, reconnaître la valeur qu'ils apportent. Et il faut que cet engagement soit significatif et ne pas simplement traiter les jeunes accessoirement. Il faut vraiment les traiter comme de véritables partenaires. Si on transforme notre façon de considérer les jeunes, on y arrivera et c'est vraiment nécessaire. Ils sont experts dans les questions qui les touchent. Personne ne peut parler de leur réalité et des impacts qu'ils vivent autant qu'un jeune, parce que les jeunes comprennent exactement ce qui les touche dans leur vie au jour le jour. Il est important, évidemment, d'avoir des partenaires, des cliniciens, des parents, des frères, des sœurs pour les soutenir, pour soutenir les discussions, mais ce sont les jeunes qui sont les experts. Dans le rapport sur Élever le Canada, nous avons à dessein accordé la priorité aux jeunes. Les jeunes, 2 jeunes faisaient partie de l'équipe de recherche. Ils ont donné leur rétroaction sur le rapport. Nous avons aussi consulté les jeunes auprès de différents organismes du Canada qui nous ont donné leur rétroaction sur nos projets de rapport. On voulait vraiment présenter les enjeux dans leur optique, en fonction de leur réalité. Et enfin, nous avons invité des jeunes à nous remettre des œuvres artistiques en nous disant que peut-être que certains jeunes ne voulaient pas lire un rapport de 50 pages, mais voulaient plutôt regarder un dessin, une œuvre d'art. Nous avons estimé que c'était là une occasion extraordinaire de faire passer des thèmes. Les Enfants d'abord Canada, en plus de l'initiative Élever le Canada, a d'autres façons de mobiliser les jeunes. Le projet pilote dont j'ai parlé tantôt est un mouvement de jeunes de moins de 18 ans qui se réunissent pour parler des enjeux qui comptent pour eux avec leurs pairs et avec des parlementaires. Le Conseil consultatif des enfants d'abord, et il y en a plusieurs dans différentes institutions canadiennes, c'est un conseil consultatif, réunit des jeunes pour qu'ils puissent donner leurs conseils sur des enjeux importants pour eux. Alors, le rapport de cette année sera publié à la fin de l'été. Le Conseil consultatif des Enfants d'abord a donné sa rétroaction. J'encourage tout le monde à lire le rapport et voir comment nous avons interagi avec les jeunes. Merci, Sydney. Donc, d'avoir parlé de façon spécifique de mobiliser les gens. Voulez-vous nous parler de leur engagement dans la recherche que vous avez effectuée, Fadouma? Oui, en fait, nous sommes appuyés sur 12 sources. Nous croyons aux sources ouvertes. Nous avons donc une base de données de sources ouvertes que nous appelons la grille. Nous voulons vraiment nous assurer de démocratiser la façon d'accéder aux données chez les jeunes. Nous avons donc créé une base de données où les jeunes peuvent accéder aux données brutes de tous nos indices, ce qui peut les aider au niveau de leur travail d'intervention, ce qui peut inspirer plus de recherche et façonner les politiques axées sur les jeunes.
Et pour cet indice que nous avons publié, nous avons effectué des sondages auprès des jeunes dans tout le pays. Dans ce sondage, nous nous sommes vraiment concentrés sur la compréhension des coûts, des dépenses des jeunes tous les mois. Nous voulions vraiment élargir la définition d'abordabilité. Donc, pas simplement le minimum pour survivre, l'épicerie qu'on achète, mais tous les autres articles qu'ils achètent tous les mois. Donc, pour nous, étant donné que nous sommes une organisation concentrée sur les données, nous avions deux grands objectifs: outiller tout le monde, surtout les jeunes, pour leur permettre d'accéder aux données. Bien souvent, les jeunes sont perçus comme des gens sans importance, qui ne savent pas de quoi ils parlent, qu'ils rêvent en couleur, et donc on écarte leurs commentaires. Donc, on voulait leur donner des éléments d'information pour soutenir leur travail d'interaction auprès des différents organismes. Un autre élément de notre travail consiste à sensibiliser les jeunes sur la façon de effectuer de la collecte de données, sur la façon d'effectuer une certaine littératie au niveau des données pour les aider à mieux travailler avec différents organismes quand ils abordent les situations en fonction de données probantes. Donc voilà, ce sont nos deux axes d'intervention et je suis d'accord avec les autres panélistes qui ont parlé de mobilisation des jeunes et de l'importance cruciale de cela. Merci beaucoup, Adumo, merci à vous toutes. Ça a été une conversation extrêmement importante, enrichissante. Et vous nous avez donné plein de moyens concrets. Donc, nous allons passer à la période de questions-réponses. Il ne reste que 9 minutes, donc on ne pourra pas prendre toutes les questions. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte de questions et réponses. Il y a une question très spécifique au sujet de votre rapport, Fadumo. Je ne sais pas si vous voulez essayer d'y répondre. C'est une question qui concerne l'indice. Si le déficit mensuel moyen est de $750, comment les jeunes peuvent-ils continuer de survivre dans les 27 villes étudiées? Est-ce que le déficit est compensé par les dettes ou par des économies familiales? Cette personne demande si le même genre de sondage ou d'études ont été effectués dans les plus petites villes. Est-ce que les jeunes se débrouillent mieux dans certaines villes plutôt que dans d'autres? Pour ce qui est des $750 en moyenne de déficit par mois, ça varie selon la taille de la ville, mais dans chaque ville, les jeunes sont de plus avec un déficit. Lorsque les villes sont plus grandes, les déficits sont plus élevés. Et les jeunes, oui, s'endettent. En fait, c'est la solution pour se soutenir tous les mois. Ceux qui ont le privilège d'une aide familiale font jouer cette aide. Comme plusieurs des panélistes l'ont dit, beaucoup de jeunes vivent avec leur famille à l'heure actuelle. Certains bénéficient de ce privilège et donc comptent sur l'aide de leur famille. Bien, formidable. Merci de la réponse. Alors, question plus générale pour tous. Dans quelle mesure les médias sociaux peuvent contribuer à mobiliser les jeunes? À vous la parole. Quiconque voudrait répondre. Je peux peut-être commencer. C'est né pour ce qui est de l'accessibilité, comme d'autres panélistes l'ont dit. Les jeunes sont très à l'aise avec la technologie et donc s'il y en a vraiment qui peuvent se prévaloir de la technologie, ce sont les jeunes. Mais il faut voir comment l'engagement est proposé. Est-ce que c'est un engagement significatif, vraiment significatif? Est-ce qu'on utilise les médias sociaux pour effectuer des changements? Ou est-ce que c'est simplement un outil pour donner l'impression qu'on mobilise les jeunes sans par la suite intégrer leur rétroaction? Les médias sociaux sont peut-être une façon facile de faire cela, c'est-à-dire qu'on affiche un sondage et puis on ne fait plus rien de l'information. Donc, il s'agit vraiment de voir comment on utilise les médias sociaux et il faut vraiment avoir ces principes ou adopter ces principes d'engagement significatif dans l'utilisation des outils. Super, très bonne réponse. Et dans cette optique, comment pouvons-nous mobiliser les jeunes qui font partie d'autres groupes plus diversifiés? Comment favoriser leur participation? Y a-t-il des stratégies?
Je peux essayer de répondre à cette question-là. Je pense que c'est très important, encore une fois, d'identifier les gens dans votre communauté que vous voyez comme des gens des jeunes qui veulent apprendre, mais qui sont nerveux, hésitants, quelle que soit la raison. Ou parfois ils ne sont pas très visibles, mais ils sont là. Donc, il faut commencer par identifier des gens qui pourront identifier ces jeunes-là, un leader communautaire, un travailleur auprès des jeunes ou un réseau de jeunes, un groupe qui travaille dans la communauté. Je suis sûre qu'ils connaissent des jeunes qui sont moins présents, qui sont plus effacés, qui sont moins impliqués dans la communauté qu'ils le souhaiteraient, mais ces jeunes ont simplement besoin d'aide, besoin d'être intégrés, ils ont besoin d'être accompagnés alors qu'ils traversent cette expérience d'implication, souhaitons-la positive. Dans l'organisation où j'ai travaillé, on n'a jamais vraiment fait appel aux jeunes nouvellement arrivés au Canada. Comme je fais partie, moi, d'un groupe racisé, je n'étais pas nouvelle venue, mais j'ai eu l'occasion d'aller vivre à l'étranger pendant quelques années. Je suis revenue au Canada et j'avais un peu l'expérience des jeunes nouvellement installés ici grâce à cela. Et donc, ces jeunes-là me faisaient confiance. Et au début, ils ont fonctionné, disons, dans mon ombre, si je peux dire. Mais après, ils se sont épanouis, ils se sentaient à l'aise de prendre la parole. Et je les vois aujourd'hui qui sont leaders d'un club à l'école, par exemple, ou qui a plus d'autres fonctions. Alors voilà, il faut vraiment simplement identifier ces jeunes-là qui ne sont pas les jeunes traditionnels toujours visibles. Je pense que les médias sociaux peuvent jouer un rôle important à cet égard, non seulement pour parler du projet que vous organisez pour les jeunes, mais pour voir aussi les thèmes pertinents pour les jeunes. C'est quelque chose que j'aime faire. Je vais sur Twitter, Instagram, TikTok pour voir quels sont les thèmes qui sont importants pour les jeunes à ce moment-là. Et puis ensuite, on peut utiliser ce que l'on trouve pour changer vos plans, changer votre projet, l'adapter dans cette optique. Si on combine cela avec le fait de donner une véritable importance aux jeunes sans idées préconçues sur ce qui est important pour eux, pourrait être vraiment utile et permettre de vraiment bien se prévaloir des médias sociaux. Plusieurs jeunes utilisent Instagram ou plusieurs organismes utilisent Instagram. Si vous faites appel à ces organisations, vous pourrez impliquer davantage les jeunes dans ce que vous faites. Merci, Halima. Alors, quelqu'un demande si dans vos rapports, les jeunes ont mentionné comment ils voulaient être consultés sur l'action climatique, consultés, comment ils voulaient participer à cela. Ce n'est pas dans un rapport, mais depuis quelques semaines, nous avons vu beaucoup d'organisations de jeunes intervenir en faveur de certaines propositions, de certains projets de loi. Je partagerai cela dans la boîte de dialogue. Les jeunes veulent exercer des pressions sur les institutions financières pour qu'elles cessent de financer les projets de combustibles fossiles. Le Canada appuie plusieurs de nos objectifs climatiques et nous voyons que les organismes de jeunes, justement, exercent ce genre de pression auprès des entités canadiennes et font des pressions pour l'adoption de certains projets de loi. Donc, dans plusieurs organismes, les jeunes parlent de ces sujets. Je pourrais mettre les références et vous donner, en fait, des informations sur les jeunes qui interviennent au niveau des projets de loi. Alors, une dernière intervention, enfin encore une intervention. Bon après-midi. L'inégalité économique a une incidence très grande sur la possibilité qu'ont les jeunes de faire face au changement climatique. En plus de cette inéquité, ces injustices dont sont victimes les jeunes, le rapport sur la résilience financé par Changement climatique Canada contenait comme recommandation principale un revenu décent pour aider les jeunes à faire face au changement climatique. Est-ce que vous estimez qu'un revenu de base, un revenu décent serait la solution à tous les enjeux sociaux, à toutes les injustices sociales dont vous avez parlé vous-même? C'est une excellente question. Donc, des salaires décents. Je peux essayer. Je pense que c'est un point de départ, mais je ne sais pas si ça réglerait tous les problèmes.
Le salaire minimum à l'heure actuelle n'est pas idéal et on ne peut pas se permettre grand-chose avec un salaire minimum, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas si c'est la solution unique et finale pour tout. C'est certainement un point de départ pour améliorer les choses. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Je pense qu'en fait, c'est en lien avec l'abordabilité. Si on a un revenu de base, ça permet de lever plusieurs des défis que rencontrent les jeunes. Et en fait, cela nous amène à la fin de la période de questions-réponses. Merci à toutes les présentatrices d'avoir répondu aux questions des participants. Merci aux participants de vos excellentes questions. Et je rends la parole à Natacha. Merci Mike. Merci tout le monde aujourd'hui. Merci à tous et à toutes de votre préparation pour créer cette formidable conversation. J'ai quelques annonces. D'abord, un rappel aux communautés éliminant la pauvreté. Nous aurons une rencontre des membres donc pour réunir tous les organismes, toutes les communautés éliminant la pauvreté. Le 19 octobre, nous allons nous remettre en communication, célébrer nos réussites et partager nos espoirs. Donc, si vous voulez nous signaler à moi ou à Mike, directeur, ou à Natacha, pardon, au directeur des villes, si vous voulez signaler votre participation, n'hésitez pas à le faire. Mon adresse électronique est là. Et pour le prochain webinaire public, il aura lieu le 3 août. C'est un séminaire sur les devoirs civiques qui explorera la justice sociale, l'inclusivité, la conception participative, les communautés en santé et les villes de l'avenir. Le lien pour vous inscrire vous sera envoyé par courriel. Dans quelques jours, vous allez recevoir notre courriel de suivi qui inclura un lien à l'enregistrement de l'appel d'aujourd'hui. Vous pouvez aussi correspondre avec Natacha pour faire vos commentaires sur la façon d'améliorer les séances comme celle d'aujourd'hui. Nous cherchons toujours des façons de nous améliorer. Merci encore une fois à nos panélistes, merci aux participants et très bonne journée à tous.